C'est dans l'ancien fief du caïd des Aïd Sérouchen, Saïd Oumerand, qui fut un des adversaires les plus acharnés des Français au temps de la pacification, que Patricia retrouve sa famille. Les femmes y récitent toujours des poèmes qui content la romance de Lala Khadidja et de Pierre de la Tour. Il n'a plus jamais parlé d'elle, ni à Georges, l'enfant qui est né d'eux, ni à ceux des officiers français qui se souvenaient, tant d'années plus tard, de l'arrivée de Lala Khadidja au poste de Tabouda, en pleine guerre du Rif. Mais ceux-là aussi sont morts maintenant, qui s'en souvenaient jadis, et qui mystérieusement se sont tus, comme s'il n'y avait pas eu de mots pour dire le cours de cette histoire impossible. Là, c'est le tombeau de notre ancêtre commun, Sidi Ahmed Ben Ali. Tout ce que tu vois là, c'est des tas de noms, de prénoms. C'est l'arbre généalogique de la tribu des Etsarouchen. Donc, c'est notre arbre toutes les deux. Et je me situe où par rapport à cet arbre généalogique? Si tu te situes, c'est-à-dire que c'est ton 9e arrière-grand-père, tout simplement. Pour le goumier de base, la réalité était moins romanesque. Le goum, pour lui, c'était avant tout un emploi. En échange d'une prime d'engagement symbolique, on lui offrait une protection contre les exactions des féodaux locaux et la possibilité parfois de se constituer un pécule ou d'accéder à un emploi dit réservé. Le goumier marocain était un volontaire. À 99%, c'était un berbère de la montagne. Et il se recrutait, peut-on dire, par cooptation, en ce sens que lorsque vous aviez un goumier qui était originaire d'un douar, de la montagne, il venait en permission chez lui. Le commandant du Goum lui avait dit qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5 places de libres ou qui seraient libres prochainement. Et il l'amenait en général un candidat. Les Goum étaient la police qu'avaient les affaires indigènes. Les affaires indigènes, c'était ceux qui prélevaient le tertib, c'est-à-dire les impôts. Et faisaient le contrôle de tous les villages, de tous les biens dans le bled. Le Goum était la protection, était la police. Ces goumiers-là, ce n'est pas des militaires, c'est des supplétifs. Et ces militaires-là vivent d'eux-mêmes. On leur octroie une paye, ils doivent survenir à leurs besoins. Ils se débrouillent, quoi. En un mot, ils se débrouillent. C'est eux qui font leur popote, etc. Bon, moi, je suis arrivé ici, dans ces Goums, avec l'impression que ces unités étaient des bandes de guerrières, en quelque sorte, qui n'avaient pour toute règle que le combat. Parce que, hormis le combat, les goumiers vivaient en famille, dans ce qu'on appelle des borges, c'est-à-dire des casernements sommaires. Ils vivaient tout à fait en famille. Ils faisaient un exercice sommaire chaque jour, des manœuvres de temps en temps, et en fait, n'étaient pas assujettis à la rigueur de la discipline militaire en caserne, qui est odieuse en quelque sorte, et qui aurait été totalement pour eux. Mais c'est là peut-être qu'il faut parler de la constitution de ces goums de guerre. Les goums de guerre se sont créés précisément dans cette période 41-43, parce que, bon, au niveau de Rabat, avec les accords qu'on peut supposer au niveau du Marzen, il avait été décidé de lever des troupes qui, elles, étant tout à fait chérifiennes, puisque les Goums sont des troupes Marzen, a été décidé de préparer, en quelque sorte, un certain nombre de ces montagnards qui ont montré les preuves de leur courage, donné les preuves de leur courage, de leur endurance, de leur ténacité, de leur capacité pour le combat de montagne. En 1942, après le débarquement américain, le général Guillaume, qui fut leur défenseur acharné, va disposer d'une centaine de Goums prêts à s'engager en France pour la guerre de libération, soit l'équivalent d'une dizaine de régiments. Organisés en 4 groupes de tabord, les Goumiers vont se couvrir de gloire de Tunis à Belfort. Alors, nous voulions faire des Goumiers avec ces jeunes berbères, mais nous avions un handicap énorme. Ils ne savaient pas parler l'arabe. Alors il fallait leur expliquer le maniement de l'arme par 3 temps, comme pour la marche. واحد منكم يهضر ماشي بستة تهضروا باش تعرفوا تمشاو بالمشية او با 1 2 3 1 2 3
Et voilà, eh bien, les meilleurs goumiers, les plus fidèles, ceux qui écoutaient, ceux qui ne faisaient pas de désordre, c'était cela. Les meilleurs, au tir, à la marche. Ils sont partis tout d'un coup. Ils sont partis dépenaillés comme ils étaient dans la montagne pour aller en Tunisie, tout d'abord, rejoindre le 1er corps de juin, associé à la 8e armée britannique. Près de l'oued Kébir, les tabors marocains participent à l'action et se lancent à l'assaut des hauteurs. Le 7 mai, les éléments de tête pénètrent dans la ville. Devant leur chef, les généraux Eisenhower, Giraud, Alexander, Juin, les troupes vont défiler. Tandis que passent au milieu de l'enthousiasme ceux du désert, des Djebel ou des plaines, nous pensons aux premiers jours de la campagne, aux bataillons français qui défendaient parfois des fronts de 25 km, sans mines, sans chars et presque sans avions. Fardées et parées comme des geishas, dont elles ont le statut en société berbère, les danseuses chirates chantent la geste des anciens goumiers réunis pour l'occasion autour de leur lieutenant André Fougerolles. Mais pour eux, Monte Cassino n'était pas Roncevaux. Et si leur récit des combats passés n'évoque aujourd'hui que les souffrances endurées et la mort omniprésente, c'est qu'on les a abandonnés. J'ai réuni un certain nombre de goumiers, les rescapés des baroudes de France, qui se trouvent dans cette montagne de Haut-Atlas central, et nous allons, avec eux, parler un petit peu de nos baroudes d'antan. Tous ces goumiers que voilà ont vécu des moments héroïques dont ils vont vous raconter, je pense, ceux qui les ont plus marqués. Ils sont partis de ces montagnes où nous sommes aujourd'hui, ont traversé le Maroc et l'Algérie et se sont embarqués à Alger pour la France. Je vais demander à Salah, qui a vécu les combats de Teguim en Corse pour la libération de Bastia, nous raconter l'épisode le plus marquant de cette journée qui fut dure. Les combats ont été très durs. Nous, les goumiers, nous avons eu beaucoup de pertes. Et nos gradés aussi. Il y a eu aussi beaucoup de blessés. Quand les avions allemands nous ont attaqués, on se protégeait en se planquant derrière les rochers, en changeant tout le temps de position, jusqu'au coucher du soleil. Ils avançaient avec leurs gradés, et que les gradés les poussaient à l'avant, mais comme eux-mêmes allaient, exemple vivant de la tête d'attaque. Bien sûr, ils suivaient, et ils savaient qu'au bout du compte, c'était la mort. Éventuellement. On envoyait des messages le matin pour réclamer des munitions. On les recevait, et le soir, elles étaient épuisées. Devant moi, une bombe est tombée pile sur le bras zéro allumé par des goumiers. Il y a eu 11 morts dans le poste de commandement. L'armée française part pour l'Italie. C'est en Europe maintenant. C'est en Europe, enfin, que le soldat français va se battre. Le 1er décembre, les troupes débarquent à Naples, déjà conquises par les Alliés. Elles prennent position dans la partie la plus montagneuse des Abruzzes, où elles combattront tout l'hiver. On s'est battu pendant 24 heures. Il y a eu beaucoup de soldats morts, des légionnaires, des goumiers marocains. Les cadavres étaient alignés. Pour escalader cette montagne, qui ressemble d'ailleurs au Tichouk, nous avons mis du matin jusqu'au soir. Et nous sommes restés 2 jours sans manger. Et finalement, ce sont les avions qui ont pu nous ravitailler.
Plus loin, plus haut, dans le cœur de ces montagnes inaccessibles aux voitures, les mulets nord-africains reprennent leur place dans le combat, comme ils reprennent leur nom, les Brels. La Royal Brel Force, dit en souriant le soldat, car en effet, ici, le mulet est roi. Moi, j'ai fait la guerre parmi eux. J'étais dans une division d'infanterie marocaine et il y avait sur le terrain où nous étions, notamment en Italie, toujours annexés à la division, un ou deux tabors, c'est-à-dire des goumiers, qui avaient leur méthode. En fait, ils étaient menés par leur officier des affaires indigènes, qui les avait recrutés sur place et ils étaient partis ensemble. Et c'était un spectacle assez étonnant de les voir dans les rochers des Abruzzes, dans leur burnous brun, sauter de rocher en rocher, avec un art du terrain que même nous, un peu habitués à ce genre de paysage, si bien les Abruzzes, n'est-ce pas, qui ont beaucoup à faire avec l'Atlas marocain. C'était étonnant de les voir agiles comme des chats et insensibles à l'hiver. Moi, je suis resté 8 mois sans enlever ni chaussures, ni chaussettes, ni ceinturon. Je dormais sur la neige. Je mettais des couvertures américaines par terre, à même la neige, et je dormais par-dessus. On me demandait constamment de partir en patrouille, et je le faisais. J'étais toujours prêt à aller de l'avant. Ce que je cherchais, moi, m'aidait. Eux, rien ne les aidait. C'est là où je dis que c'est tout de même admirable. Bon, souvent les caïds ont dit « tu t'engages ». Ils ont choisi les gens qui s'engageaient et ils les ont proposés aux autorités administratives et militaires françaises. Bien. Mais en effet, ils sont partis pour quelques sous par jour. Et puis, pour la geste, si je puis dire, ils partaient, ils quittaient le pays, ils quittaient le douar. Certains étaient angoissés, d'autres pas du tout. Des gens tout à fait à l'aise selon les circonstances, assez indifférents. En effet, ils avaient beaucoup de liberté dans les unités de Tabor, mais ils avaient la liberté d'être tués à tout moment. Ils ont contourné Toulon, qui est déjà encerclé par les troupes de marine, les nôtres, et les tirailleurs, et ils vont être transportés de nuit, contournés par la montagne Sainte-Victoire et arriver sur Marseille. Car il faut que vous le sachiez, ce sont les goumiers marocains qui ont libéré la ville de Marseille.